Petit coup de gueule qui se passe du côté de l'ONU. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de l'ONU. L'ONU qui compare la France ou qui met la France quasiment sur le même plan que l'Iran. Oui, ce fut la grande surprise, pour ne pas dire la stupéfaction, lors du discours du secrétaire général Antonio Guterres devant donc l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se déroule donc une fois par an. Alors on s'attendait évidemment à ce qu'il défende l'Ukraine, ce qu'il a fait, à ce qu'il parle d'écologie, ce qu'il a fait aussi, en disant notamment que l'humanité avait ouvert les portes de l'enfer concernant le dérèglement climatique. Mais il s'est ensuite attelé à parler des femmes et de leurs droits. Écoutez-le, c'est là où ça commence. Les femmes attendent toujours l'égalité des chances et des salaires, l'égalité devant la loi, la pleine valorisation de leur travail et la prise en compte de leurs opinions. Donc jusque-là, parfait, très classique pour le secrétaire. Rien de choquant là, pour l'instant. Là, pour l'instant, franchement, c'était plutôt pas mal du tout. Et c'est juste après qu'il a complètement dérapé. Alors écoutez-le parce qu'il faut vraiment l'entendre pour le croire. À travers le monde, les droits des femmes sont réduits, voire supprimés, leur liberté restreinte. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, dans d'autres parce qu'elles n'en portent pas assez. Donc voilà, vous avez bien entendu, sans les citer, Antonio Guterres, mais sur un même pied d'égalité, la France et l'Iran. Alors la France, où les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, c'est-à-dire la baya, et l'Iran, où elles sont punies parce qu'elles n'en portent pas assez, c'est-à-dire celles qui ne veulent plus être voilées. Alors là, il faut vraiment un petit cours de rattrapage d'histoire contemporaine du monde pour le secrétaire général de l'ONU et lui rappeler que comparaison n'est pas raison et que là, d'ailleurs, c'est total déraison ce qu'il raconte. Parce que déjà, il faut lui dire, mais ce qu'il est censé savoir quand même, que les femmes peuvent être arrêtées, incarcérées et même tuées en Iran parce que leurs cheveux ne sont pas assez dissimulés par leur foulard. Souvenez-vous, c'est ce qui s'était produit pour cette jeune iranienne Mahsa Amini à Téhéran. Souvenez-vous, parce qu'elle avait des mèches qui sortaient de son foulard, elle avait été arrêtée puis tuée. Et c'est donc à la suite de ce drame qu'il y avait eu toutes ces manifestations en Iran qui avaient bouleversé le monde. Il y avait eu d'ailleurs des réseaux de solidarité à travers la planète, tellement évidemment c'était insupportable. Et puis d'ailleurs, en fonction de ce triste anniversaire, c'était il y a presque un an jour pour jour, la mort de cette jeune kurde iranienne qui n'avait que 22 ans. La comparaison d'Antonio Guterres est encore plus malvenue et donc totalement déplacée. Et surtout quand on voit les chiffres de la répression en Iran. Vous allez voir, depuis justement la mort de cette jeune femme et les protestations qu'on a pu constater dans à peu près tout le pays, eh bien 551 manifestants ont été tués, dont 68 enfants et 49 femmes, et 7 hommes ont été exécutés pour terroriser justement les manifestants, ce qui a fini par fonctionner, puisque vous savez que désormais, il n'y a plus de manifestations justement en Iran, puisque c'était la peine de mort. Et puis aussi, il y a une nouvelle loi, un nouveau projet de loi qui a été voté il y a quelques jours, qui renforce les sanctions contre les femmes refusant le voile, c'est-à-dire que toute femme qui le fera en plus de manière organisée, précise les mots là. Alors, de manière organisée, évidemment, c'est la porte ouverte à tout, pourront être condamnés à 5 ou 10 ans de prison. Donc, c'est dire à quel point la répression est féroce. Et puis aussi, pour mémoire, le président iranien ultra-conservateur que vous allez voir là, Ebrahim Raïssi, dans les années 80, le voilà, participait à ce qu'on appelait le comité de la mort, c'est-à-dire qu'il décidait de quel prisonnier allait être exécuté ou pas. Donc, c'est quand même un pouvoir sur lequel on n'a plus aucune question à se poser. Donc, enfin, jusqu'à preuve du contraire, la situation est incomparable, évidemment, avec la France, où les filles ne risquent ni leur vie, ni même d'être incarcérées, torturées en fonction de leur tenue vestimentaire, ce qui rend donc la comparaison d'Antonio Guterres assez odieuse. En plus, en France, ce ne sont pas les filles qui sont visées, contrairement à ce qui se passe en Iran, et elles ne sont pas ciblées en tant que telles, c'est simplement les signes ostentatoires religieux qui sont interdits à l'école pour respecter la laïcité. Donc ça s'applique aux filles et aux garçons, quelle que soit leur religion,
musulmans, juifs, catholiques, zoroastriens, bouddhistes, enfin bon, tout ce que vous voulez. Et de ce fait, c'est encore plus dangereux ce qu'a fait Antonio Guterres, parce que en se focalisant justement sur les musulmans, et en l'occurrence plutôt les musulmanes, il met de l'huile sur le feu, ce qui est quand même à l'inverse du rôle de l'ONU, qui est de défendre la paix à travers le monde. Donc en cette période de rentrée scolaire, 0/20 pour Antonio Guterres. Voilà, on verra si vous entend. En vous écoutant, je me disais, en 3 secondes. Absolument certain qu'il visait la France et l'Iran. En fait, absolument. Oui, il n'y a pas d'autre exemple. Il n'y a pas de doute. Je cherchais dans le monde parce que c'est tellement étonnant. Bon. Dominique Seux, vous gardez la parole. On va parler d'un personnage légendaire, Rupert Murdoch. Voilà, passe la main, ça semble quasiment inouï. On va parler de Rupert Murdoch qui a annoncé sa retraite. C'était cette semaine. Il passe les rênes à un de ses enfants. 92 ans. 92 ans, à son fils, Lâche Lam. C'est un triple événement. C'est pour le monde des affaires, pour le monde des médias et aussi pour la politique. Bon, c'est un personnage controversé qu'on va présenter et il est notamment souvent associé à l'ascension de Donald Trump avec sa télévision Fox News. De qui parle-t-on ? On parle d'un géant des médias anglo-saxons qui est parti jeune d'Australie. Il avait hérité d'un tout petit média local et puis il a fait un groupe assez immense qui est essentiellement au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais pas seulement. Donc le Wall Street Journal, c'est le quotidien des affaires américain, mais dans le monde entier. Sun, un tabloïd britannique, le Times aussi, il y a aussi le Sunday Times, et puis Fox News, évidemment, cette télévision. Fox News, d'ailleurs, qui a salué presque avec un air de grande peine cette retraite. Alors, il est toujours vivant, hein, et cette retraite, on écoute ce que dit le présentateur de Fox News, c'était hier, je pense. Our boss, Rupert Murdoch, is transitioning from chair of our parent company, Fox Corporation. In a note to employees today, he says he's decided that in November he will move to the role of chairman emeritus at both Fox and at Fox Corp. Alors la façon dont ils en parlent, on a presque l'impression qu'il y a breaking news en bas, que c'est un événement absolument considérable. On sent toute l'entreprise est pour eux, c'est sûr. Évidemment dans pour la eux. peine. Rupert Murdoch, c'est d'abord un personnage people. En fait, c'est ça qui est étrange. Il a été marié 4 fois. Sa dernière épouse était une ex de Mike Jagger, donc c'est quand même pas n'importe qui. Il a réussi, quelque chose d'assez étonnant, à dresser ses enfants les uns contre les autres. Il y en a un finalement qui a réussi à émerger, mais il y a eu des bagarres pendant 20 ans, à tel point qu'il y a eu une série, succession, de beaucoup de téléspectateurs peut-être ont vu et qui a eu énormément de succès, qui racontait simplement sa vie. C'était pas les mêmes personnages, mais en fait tout le monde comprenait. Sur le terrain des médias, c'est un révolutionnaire. Et là, il a vraiment inventé quelque chose, quoi qu'on en pense. Il a inventé les tabloïds. Une recette d'un engagement politique radical. On va voir la une. Il a pris position au moment du Brexit de manière... Et alors, parce que le Sun, c'est son média chéri, en fait. C'est celui qu'il aime le plus. Il a pris position pour le Brexit de manière radicale, mais il n'y a pas que la politique. Et c'est ça, les tabloïds. Il y a du sexe, des scandales et du sport. On va regarder, ça c'est le site The Sun, aujourd'hui, cet après-midi. Alors vous voyez, il y a de la politique, il y a des scandales, et puis il y a aussi des choses plus, peut-être, il y a des pin-up, enfin je ne sais pas comment on peut dire, voilà, je ne sais plus comment on dit ça. Des pin-up, voilà, exactement, c'est joli. Mais qu'on n'a pas vu, qu'on a vu passer un petit peu rapidement. Et puis, il y a le Murdoch qu'on connaît sur Fox News. Et alors, les relations entre Fox News et Trump ont toujours été mal interprétées. En réalité, Murdoch méprise souverainement Trump. Il le trouve assez ignorant, il le trouve chauvin, mais ça a gonflé ses audiences, son audimat à un point tellement considérable qu'en fait, il a aidé Trump. Mais ces relations ont toujours été compliquées. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un petit peu brouillé. Sauf que Fox News a fait une énorme erreur politique et médiatique, c'est qu'ils ont appuyé Trump dans son combat contre les résultats du vote de l'élection de Biden. Les présentateurs, pendant plusieurs jours, ont dit « Oui, il y a eu des erreurs, il y a eu des triches, c'est épouvantable, Trump a en réalité gagné. » Attention, un procès a été intenté à Fox News, 1,5 milliard, 1,6 milliard ont été réclamés à Fox News, et Murdoch a dû passer un compromis, reconnaître son erreur
et passer à un compromis qui a coûté à l'entreprise 857 millions de dollars, ce qui est évidemment considérable, et qui met un peu en fragilité l'entreprise. Voilà, c'est le personnage. Juste pour finir, l'entreprise aujourd'hui pose, la retraite de Murdoch pose une question. Qui est le successeur de Murdoch sur le terrain du conservatisme, à la fois révolutionnaire de la technologie et le conservatisme? Est-ce que c'est Elon Musk? En février, c'était il y a quelques mois, on les a vus ensemble au Super Bowl. Ils ont eu une longue conversation et tout le monde y a vu une sorte de passage de relais. Passage de relais de deux personnalités conservatrices, mais passage de relais de la télévision, le câble, le print, les sites, vers les réseaux sociaux. Et c'est la grande question qui est posée. Elon Musk est-il le successeur? Il y en a un qui se réjouit de cette retraite, c'est Joe Biden. Parce que Joe Biden est littéralement Rupert Murdoch, qu'il considère comme l'homme le plus dangereux du monde. Bien, comme ça au moins on est au clair. Il peut partir tranquillement. Il peut partir tranquillement à la retraite à 92 ans. Effectivement, qui irait lui reprocher? Surtout pas son fils qui attend depuis quelques années. Quelques décennies. Quelques décennies même, oui. Arlette Chabot, votre parti pris, on revient sur les deux grandes visites en France, bien sûr celle de Charles III qui s'achève et puis celle du pape François qui débute. Oui, les deux sont tout à fait libres de leurs paroles et on va le voir que leur discours pose évidemment des problèmes à des politiques. Parce que quand on parle du pape, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un politique. C'est certes un chef d'État, mais c'est d'abord évidemment le chef de l'Église catholique. C'est un message spirituel aussi qu'il envoie aux catholiques de toute la planète. Alors c'est idiot d'essayer d'avoir encore une fois un prisme politique, parce que forcément, il est de droite quand il dit qu'il est contre l'avortement ou le mariage entre personnes du même sexe. Forcément, il est de gauche quand il dit qu'il faut s'intéresser aux plus pauvres des pauvres et aux plus déshérités des déshérités, c'est-à-dire les migrants. Donc, il n'a pas pour référence Adam Smith du côté libéral ou Karl Marx, il était un gauchiste absolu. Non, sa référence, ce sont les évangiles. Et en ce qui concerne les migrants notamment, c'est l'évangile selon saint Matthieu. Alors, c'est très simple, on va regarder des phrases de l'évangile selon saint Matthieu. Voilà. Quand j'avais eu faim, vous voyez, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Et dans son intervention tout à l'heure à Marseille, où il est arrivé cet après-midi, le pape dit bien qu'il faut d'abord secourir l'orphelin, la veuve et aussi l'étranger. Donc depuis son accession au poste suprême de l'Église, choisi par les autres évêques, les cardinaux, réunis effectivement en conclave, il se focalise effectivement sur cet objectif. Le défi du 21e siècle pour lui, c'est la migration. C'est ce qu'il a rappelé tout à l'heure avec des mots très forts à Marseille. Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza. L'indifferenza diviene fanatica. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità. Voilà, devoir d'humanité. En fait, le pape, chef spirituel, dit ce qu'il faudrait faire. Il fait appel à notre humanité. Et c'est là que je vais faire une comparaison avec le roi Charles III. Parce que quand il vient en France, il défend l'autre grand défi du XXIe siècle, c'est le défi climatique. Et quand il est devant les parlementaires français au Sénat, franchement, il y va carrément. Must we strive together to protect the world from our most existential challenge of all, that of global warming, climate change and the catastrophic destruction of nature. Voilà. La destruction de la nature et la nature du monde. Donc, ce sont deux messages aussi forts, mais dits par deux personnes qui, au fond, ont un leadership spirituel ou temporel, mais pas de pouvoir de décision. Vous imaginez le décalage avec les pauvres gouvernants qui sont en dessous. Ils disent l'idéal, ce qu'il faut faire, effectivement, il faudrait faire, mais après, il y a les gouvernements qui décident. On a vu au Royaume-Uni déjà, Rishi Sunak, tac, le lendemain, il fait machine arrière sur les ambitions climatiques. Et ce soir, on a une pensée pour Emmanuel Macron, parce que le président de la République, vous vous rendez compte, il a entendu deux messages énormes, avec défis rappelés par à la fois le roi et le pape. Et après, il va falloir qu'il décide sur ces deux enjeux
en particulier, c'est-à-dire le climat, la transition, avec un plan qu'il présentera lundi, et puis aussi dire ce qu'il va faire, accueillir ou ne pas accueillir les migrants de Lampedusa. C'est dur d'être politique, hein. C'est plus dur que d'être pape ou roi. Oui, Charles III n'est pas élu et le pape n'est élu qu'une fois. Donc, une fois, ils sont tous les deux à vie. En plus, ils ne risquent rien.